C'est deux choses séparées, de croire à la théorie de l'évolution et de croire au Big Bang. C'est deux choses complètement séparées. Le Big Bang tente d'expliquer l'origine de l'univers et la théorie de l'évolution tente d'expliquer l'origine de la vie. Deux choses séparées. Est-ce que quand on dit de la vie, c'est de l'être humain ou c'est de la vie? De la vie qui est général? apparue sur la Terre. Bonjour à tous et à toutes et c'est parti pour un nouvel épisode de À table avec Annabelle. Et cette semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, eh bien nous avons décidé de parler de science et de foi. Ça peut sembler deux sujets qui peuvent être opposés ou alors on peut en connaître un et pas l'autre. Et je vous laisse selon votre expérience de vie savoir lequel. Personnellement, moi je suis pas une grande scientifique et du coup c'est vrai que moi-même j'ai pu être quelquefois coincée dans des discussions, dans des débats qui pouvaient y avoir. Je savais pas quoi répondre, sincèrement. Je savais pas quoi dire et je n'avais pas Stéphanie Rieder sous la main à côté de moi pour pouvoir répondre. Et c'est bête parce que quelquefois on se retrouve à être pris dans une dispute de mots entre guillemets et parce que on ne sait pas défendre notre foi de façon intelligente, basée sur des arguments scientifiques. Alors on n'est pas tous appelés à être des scientifiques comme moi-même, mais par contre, eh bien je crois que c'est important de pouvoir s'instruire, de pouvoir recevoir un certain enseignement de base et voir comment la Bible vient, comment la science plutôt vient confirmer la Bible et être capable de pouvoir avancer ses arguments avec assurance et puis sachant que il y a des vraies preuves scientifiques. Et je remercie Stéphanie qui est avec nous aujourd'hui pour pouvoir nous parler de tout ça. Et je le dis franchement, lundi, on a fait une émission ensemble et tu as parlé de la création de l'univers et ça me donnait envie d'aimer Dieu, de louer Dieu encore plus. Et à part un ou deux petits mots par-ci par-là, franchement, j'ai bien tout compris. Oui, très accessible. Très digeste, très facile. J'ai même compris le Big Bang. Les deux gaz, les filles. Jeanne. Elles viennent passer son doctorat. On rappelle, tu as un doctorat. Un doctorat, en biochimie. Et du coup, après pendant, en fait, tu as rencontré le Seigneur. Même plus tôt. Moi, j'ai. Oui, tu as rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est sur mon doctorat à 12 ans. Non, mais c'est surtout tout au long de mes études de doctorat, justement, j'étais chrétienne et j'étais toujours confrontée à des gens qui étaient athées puis qui ridiculisaient ma foi. Donc, c'est pour ça que ça m'a un petit peu, vous savez, mon caractère, un petit peu piqué. Et ça me choquait de dire pourquoi on passe pour des fèves, des moutons. Et ça m'a donné le goût, le désir de creuser sur le sujet et de vous montrer que la science est loin et la foi, c'est pas incompatible. Et je le rappelle, tu as écrit ce livre, Est-il possible? Et je crois que c'est un livre, c'est bon de l'avoir pour nous comme un outil, mais c'est aussi un super cadeau en fait à faire à toutes sortes de personnes qui se questionnent par rapport à la foi et à la science et qui peuvent tout le temps avoir de grandes questions. Et d'ailleurs, je veux dire, faut pas avoir peur des questions des gens. C'est normal que les gens se posent des questions. On a une certaine intelligence et une certaine ouverture aussi où on se dit, attends, mais est-ce qu'il y a plus? Tu me parles de ton Dieu, mais tu vois, moi, je vois des choses autour de moi, je comprends pas. Et dans ce livre, Stéphanie y répond. Donc, un excellent cadeau à faire, je trouve. Oui, disponible sur Amazon. Oui. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre-là, c'est fou parce que moi, vous savez un peu mon témoignage, j'étais la seule chrétienne de ma famille à l'âge de 15 ans. Et quand j'ai une famille scientifique, de mon père médecin, et mon père était médecin, ma mère infirmière. Et quand j'ai fait cette conférence-là sur la science et la foi, il y a quelques années, quand j'ai sorti mon livre, dans la ville où j'habitais à cette époque-là, j'ai invité mon père à l'église. Pour la première fois, il est venu m'entendre parler. Et j'ai parlé sur la science, comment le Dieu créateur, et ainsi de suite. Et il a donné sa vie à Dieu à l'âge de 80 ans sur une conférence sur science et foi. Et c'est pour ça que je suis assez fière de cet ouvrage-là, parce que c'est très vulgarisé. Je suis fière de la science parce que je pense que c'est rigoureux, mais aussi c'est un bon outil pour des gens qui se posent des questions, qui sont en recherche de Dieu. Ça donne des réponses. Exact. Donc, on a parlé de la création lundi et aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'évolution. Ah, là, c'est une question. Déjà, le Big Bang, je pense, vous pouvez me corriger, mais
quand on parle du Big Bang, on est un peu, je pense qu'on peut se dire, ben, ça fait du sens. Là, tu sais, ça vient moins nous chercher. Mais là, si je vous disais, les filles, est-ce qu'on peut être croyant et croire en la théorie de l'évolution? Bouh! Mais pourquoi, Annabelle? J'ai un gros doute. Il va falloir avoir des arguments. Déjà, tu vois, cette théorie-là, elle soulève encore un peu plus de... Tu poses cette question-là aussi dans tes conférences. Oui, encore. Ben, on va voir tout à l'heure pourquoi on est pour, pourquoi on est contre, qu'est-ce que c'est vraiment. Mais c'est vrai que, de façon objective, la théorie de l'évolution, même pour les philosophes et les athées, elle est utilisée pour nier, pour enlever l'existence de Dieu. D'ailleurs, ils disent à la blague qu'on trouve beaucoup plus d'athées dans les départements de biologie que dans les départements de physique. Parce que tout ce qui est création de l'univers, tout le Big Bang, ça pointe tellement vers quelque chose de grand que ça tourne nos regards vers Dieu. Mais en biologie, la fameuse théorie de l'évolution, elle est vraiment utilisée pour nier l'existence d'un Dieu créateur. Et avant de se poser la question, on va enlever... J'aime défaire des mythes parce que, tu sais, souvent, on va dire... Ah, OK. Un des mythes qui Darwin, il a dit qu'on descendait du singe. Non, Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe. C'est pire, on va le voir tout à l'heure. Il a dit qu'on descendait d'une seule cellule, on pourrait dire un protozoaire. Donc là, tu ne descends pas du singe, mais du protozoaire. C'est magnifique. Je sais même pas d'où je viens, c'est quoi? C'est quoi? Et il y en a qui vont dire Darwin, il s'est converti sur son lit de mort. Pas vrai non plus. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Ben, de ce que la littérature en dit. Ce qu'on en sait, c'est qu'il y a une citation qu'il dit dans un de ses livres, c'est qu'il dit qu'il n'a jamais, dans toutes ses fluctuations de pensée, il n'a jamais été assez fou pour nier l'existence de Dieu. Darwin n'était pas un croyant, dans le sens, on dit agnostique. Il n'a jamais dit que Dieu n'existait pas, mais il ne pouvait pas dire que Dieu existe non plus. Donc, et il semble que, en fait, sa foi a été ébranlée, parce qu'il était beaucoup entouré de gens, des religieux à son époque, et qu'il semble que sa fille a eu un accident d'auto, qu'elle est morte à 8 ans. Et à cause de cet événement-là dans sa vie, ça l'a tout perturbé sa vision de Dieu. Et c'est pour ça que, et sa femme était croyante, donc c'est pour ça qu'il ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais il ne voulait pas conformer sa vie. Il ne comprenait pas, il y avait des questions. Okay. Mais alors, déjà, ça, c'est la base. Mais la théorie de l'évolution, j'aimerais un peu la mettre en lumière et mieux la comprendre. Et je pense que la meilleure chose, c'est de savoir où ça a débuté. Bien sûr, c'est... Avec un protozoaire. Avec un protozoaire. Mais t'es super bonne. Liliane, t'étais bonne à l'école, toi, c'est ça. Juste tu répètes. Ça ressemblait à la salle à café, tu vois. Ne le redemande pas la semaine prochaine. Le Big Bang, c'était du protozoaire. Mais ça, tu fais bien de le dire parce que des fois, il y a des gens qui sont contre. C'est deux choses séparées, de croire à la théorie de l'évolution et de croire au Big Bang. C'est deux choses complètement séparées. Le Big Bang tente d'expliquer l'origine de l'univers et la théorie de l'évolution tente d'expliquer l'origine de la vie. Deux choses séparées. Est-ce que quand on dit de la vie, c'est de l'être humain ou c'est de la vie? De la vie qui est apparue sur la Terre. Okay. Et on sait que Darwin a fait, c'est des observations quand il a fait dans des voyages. Puis il est allé à plusieurs endroits en Amérique du Sud, sur l'île Galapagos. Et c'est le fruit de ces observations qu'il a tiré son livre en 1859, je pense, de l'origine des espèces, d'où est écrit la théorie de l'évolution. Et j'aimerais juste, si vous me permettez, la lire simplement, OK, pour qu'on mette la fondation avant de dire qu'est-ce qu'on est pour, on est contre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la théorie de l'évolution tirée du livre de Darwin? Ça dit « Toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ensemble d'ancêtres communs, peut-être même un seul. » Et c'est pour ça qu'ancêtre commun, on va tirer l'idée du singe. Mais en fait, il a dit que toutes les êtres humains sont tirés d'un petit ensemble ou même d'un seul être commun. La variation au sein d'une espèce est aléatoire et la survie ou la disparition de chaque organisme dépend de la capacité à s'adapter à l'environnement selon un processus appelé la sélection naturelle. Alors, je vais te résumer ça très, très, très simple. En fait... J'ai tout compris. Si on met l'image qui va apparaître, si on peut regarder l'image, c'est simple. Regarde, quand je dis un protozoaire, lui, ce qu'il dit, Darwin, c'est qu'on est tout... L'être humain est issu d'une première cellule, on dit un être unicellulaire. Je dis protozoaire, c'est la cellule, une des cellules la plus simple qu'on peut connaître, mais peut-être une cellule encore plus simple que ça. Et avec le temps,
et les conditions, les espèces ont évolué de protozoaires à des invertébrés, des méduses, des biches, des machins comme ça. Après ça, des invertébrés aux vertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles. Et après ça, les oiseaux, les mammifères et les singes. Donc, très, très important de savoir. Il faut dire, si on est honnête au point de vue intellectuel et au niveau scientifique, que la théorie de l'évolution, on ne peut pas dire qu'elle est prouvée dans son intégralité. Parce que c'est là que ça fait défaut. Les gens vont dire, encore dans les universités ou à l'école, les enfants apprennent encore ça, que la théorie de l'évolution est prouvée. Et ça, c'est faux. Tandis que le Big Bang est beaucoup plus appuyé au niveau scientifique que la théorie de l'évolution. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas prouvée dans son intégralité, on va regarder les failles dans quelques instants, mais il faut quand même, nous aussi, comme croyants, être honnêtes et il faut assumer qu'il y a une certaine partie qui est prouvée. Et c'est la partie prouvée, c'est la sélection naturelle. Que les organismes ont la capacité de s'adapter à leur environnement. Donc, ça ne veut pas dire que tu es un évolutionniste, mais il faut... Ça, c'est prouvé et on a plein de preuves. Par exemple, les personnes qui ont la peau noire, elles ont plus de... Tu l'as dit à l'autre émission. Le pigment de la peau. C'est la mélatonine? Mais non, c'est pas là. En fait, de ce pigment-là de la peau. Je sais ce que c'est, mais je l'ai... Voilà. Là, tout de suite, je l'ai oublié. Donc... En fait, c'est pour se préserver du soleil. Et on retrouvait les personnes de la peau noire plus dans les continents où il y avait plus de soleil. Et par la suite, c'est une forme d'adaptation. Si on va, par exemple, pour les ours, juste les ours, un ours polaire, vous allez le trouver plus facilement sur une banquise où il y a de la neige blanche qu'un grizzly qui va être en forêt. Pourquoi? Ben parce qu'un grizzly... Oh, vous me regardez. Je sais que la question vous brûle à l'esprit, mais en fait, c'est une question de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'un ours qui est foncé sur quelque chose qui est blanc, une banquise, ben le prédateur va le voir plus rapidement. Donc, les organismes qui sont restés, qui ont survécu, c'est ceux qui ont pu se camoufler de leur prédateur. Et c'est toujours ça dans la nature, là, la chasse. Il y a un prédateur et dans la chaîne alimentaire. Donc, un grizzly plus foncé, ils vont se reproduire, on va les retrouver, il va y avoir une sélection naturelle. Les organismes les plus forts vont survivre parce qu'ils sont mieux adaptés à leur environnement. OK, mais maintenant, si on dit ils s'adaptent à leur environnement, et c'est pas une évolution, c'est pas que d'une méduse, tu deviens un grizzly. Ouais, t'as tout compris. Voilà. Et ça, c'est une des choses importantes. Annabelle, t'as trop contente. Mais c'est vrai, parce que sinon, ça continuerait aujourd'hui. Ben oui. Tu vois, ça s'arrêterait pas juste. Mais il y a une question de micro-évolution et de macro-évolution. Par exemple, on sait, si vous visitez les châteaux en France, les lits étaient plus petits, les gens étaient plus petits. Bon, nous, on n'a pas très évolué, Annabelle, mais certaines personnes... On est faites pour la vie de château. C'est ça la conclusion, Stéphanie. Mais écoute, les gens aujourd'hui sont plus grands qu'ils étaient il y a quelques centaines d'années. Donc, c'est la capacité que nous avons à s'adapter à notre environnement. Et ça, c'est une modification génétique, mais de micro-évolution. Le problème avec il y en a deux problèmes. Un des problèmes avec la théorie de l'évolution, c'est le changement d'une espèce à une autre. Okay. Tu vois, souvent, à l'école, vous allez peut-être, si on vous a parlé d'évolution, on va parler de l'arbre de l'évolution, cet arbre phylogénique où tu pars de cet ancêtre commun-là et de cette protozoa, cellule-là, tout avec le temps et l'environnement, ont évolué d'une espèce à une autre espèce. Et en fait, la macro-évolution, le changement d'une espèce à une autre, n'a jamais été démontré scientifiquement. On sait qu'au niveau génétique, on peut s'adapter à une micro-évolution, à un environnement. Des poissons, par exemple, qui vont perdre des nageoires pour être dans l'eau salée ou dans l'eau douce, ainsi de suite. Ça, on a la capacité génétique. Mais pour un bon génétique supérieur, il faudrait créer du matériel génétique. Souvent, quand tu t'adaptes, tu ne peux pas recréer de l'ADN. Ton ADN est construit. Donc, c'est difficile scientifiquement de prouver cette macro-évolution-là, ce saut de invertébré à vertébré. Et c'est pour ça que le fameux chaînon manquant qu'on parle toujours, c'est vraiment vrai que Darwin, dans sa théorie, disait que plus tard, on allait découvrir des fossiles démontrant ce passage d'espèce à une autre. Ouais. Et jusqu'en date d'aujourd'hui,
on n'a jamais trouvé des intermédiaires entre vertébrés et invertébrés. Ouais, tu vois? ça, ok. Donc, l'histoire des chaînons manquants, il faudrait dire, ben c'est vrai. Et en ce qui concerne les singes, tu sais, parce qu'on dit qu'on descend des singes. Donc, parce que là, on parle de vertébrés, invertébrés, mais les singes, on peut se dire, bon, ben, on pourrait ressembler plus, voilà. Mais ça, qu'est-ce que toi, tu dis là-dessus? Ouais, alors ça, c'est la question. Là, Wow. bon, donc, ce que je dis... Sachant qu'il y a toujours des singes aujourd'hui. Oui, absolument. Et qui ne deviennent pas des hommes. Ils sont pas devenus des hommes. Et là, soyez pas... Dites que vous m'aimez. Là, mais je veux juste Oh. dire, vous m'aimez et vous savez que j'aime Jésus de tout mon cœur, passionnément, et que je le sers de tout mon cœur. Tu me fais presque peur. Mais j'assume, c'est des réflexions. Là, dans le livre que j'écris, mais on a la liberté de réfléchir. Je vous ai dit lundi, c'est beau qu'on peut réfléchir puis penser. Pour moi, un singe, je vous ai dit, il y a 3 endroits où Dieu a créé Bara à partir de rien, l'univers, les animaux Et l'homme. et l'homme. Donc, dans mon esprit, le singe, bien sûr, c'est pas l'homme. On a été créé à l'image de Dieu. Par contre, et je veux... comment Adam et Ève étaient? Et ça, j'aime bousculer les pensées. Hein. On réfléchit. Là. Des fois, on s'imagine qu'Adam et Ève étaient des êtres bien rasés, yeux bleus, avec... il n'y avait pas de rasoir à cette époque-là. Ils ne se mettaient pas du Yves Saint Laurent. Donc, pour moi, je ne sais pas comment les premiers hommes étaient, mais certainement pas un singe. La seule chose que je peux affirmer, qu'est-ce qui distingue les animaux de l'être humain? Le langage? Encore là, ils peuvent sortir, ils faisaient des outils, tu sais, les premiers humains, tu sais, ils faisaient des choses, mais en fait, tu sais, les animaux se reproduisent, ils se défendent, c'est la survie, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, et là, c'est ma réflexion, c'est la conscience. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé son esprit dans l'être humain. Et c'est comme ça que l'homme n'est pas un animal, n'est pas un singe, parce que Dieu a insufflé. Et encore là, quand je dis à mes enfants, tu sais, il a dit qu'il a soufflé dans les narines. Je me dis, imagine-toi, il a pris la narine puis il a soufflé dedans, mais je ne sais pas comment il a mis. Mais à partir de ce moment-là, c'est là dans le Jardin d'Éden où tu as eu la notion de bien, du mal, de tout ça. Cette conscience-là que les animaux n'ont pas. Donc, pour moi, on ne descend pas du singe. Est-ce que les premiers hommes étaient un peu trapus et velus? Pas des singes. Sûr que c'est pas des singes, mais certainement soufflés, créés par Dieu Bara, où Dieu a mis sa conscience. Est-ce que vous êtes choqués? Vous m'aimez encore? Ouais, tu veux dire qu'ils étaient un peu rustres? Ben, est-ce que ça enlève quelque chose? En fait, ils sont certainement pas comme les films nous le démontrent, ou comme notre imaginaire, ou comme, tu sais, souvent on va lire la Bible avec notre culture, avec notre arrière-plan. Ça dépend de quel pays. Pourquoi Adam et Ève auraient été blancs? Pourquoi ils sont... Et moi, je crois qu'au contraire, selon ce qu'on peut comprendre des premiers êtres humains qui sont sur la Terre, ils n'étaient pas blonds aux yeux bleus. Et voilà. OK. Donc, tu vois, c'est juste ce que je veux dire. Je veux juste tu sais, je bouscule un peu, juste pour briser le stéréotype de ce qu'on s'imagine. C'est ça. Mais c'est pas des singes. Mais J'ai c'est pas jamais... des singes. Ne dites pas ce que j'ai c'est pas pas des des singes. Ça veut dire Gémeaux. que peut-être ils avaient l'air de ressembler. Vous avez beaucoup de poils, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit qu'il était poil. Ben, en sens que comment on a été créé, puisqu'il pouvait, c'est une simple déduction. Si on pouvait pas se raser, c'est aujourd'hui qu'on peut enlever les poils, mais les poils servaient à quelque chose. À cette époque-là, c'était utile. Aujourd'hui, Mais du coup, ça vient d'où? Pourquoi on dirait que on vient des singes? Ben c'est parce quoi qu'on que c'est ressent? notre idée c'est justement l'idée des ossements, tu sais, qui ont voulu déterrer puis reconstituer les premiers êtres humains. Donc, c'est comme choquant. On va les associer à des singes quand c'est Bara de Dieu. Ce n'est pas, je le dis haut et fort, ce n'est pas descendu du singe. Mais dans les ossements qu'on a trouvés, on peut avoir l'impression que les gens étaient plus petits, plus courbés. Mais ça, c'était juste à cause d'une apparence physique, en fait. Voilà. Et en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que l'apparence physique, peut-être, de Adam et Ève était un peu plus... moins raffinée que ce qu'on peut imaginer. Exact. Et que c'est pour ça que aussi il peut y avoir un certain amalgame entre le fait que l'homme descende du singe ou que l'homme avait un air un peu plus sauvage. Exactement. Donc, ils ont associé dans l'arbre de l'évolution que de ces singes-là a Mais c'est ça, découlé ce l'humain. qu'on voit là, les singes qui évoluent au Ouais. Australopithèque, Mais c'est pas ça. machin et Non, tout. c'est pas ça. C'est comme, Par ok. contre, moi, je crois que c'est un embranchement spécial créé par Dieu avec la conscience que Dieu nous a donnée. Par contre, est-ce que physiquement, on se ressemblait? Peut-être.
Wow. Et vous comprenez la subtilité? Ouais, et c'est pour ça que les gens vont faire ces fameuses images-là qu'on a vues. Le singe qui marche, puis que l'homme finit par se redresser. Mais une Et chose... qu'il y a même des noms en plus à chaque... Oui, parce que il faut le dire, on a vraiment trouvé des ossements. Mais est-ce que ces espèces-là, est-ce que c'était des êtres humains? Pour moi, non. C'est quand Dieu met son esprit dans l'homme. C'est ça, un être humain avec la conscience de Dieu. Donc, tu vois, on se regroupe un peu dans nos pensées, c'est-à-dire que... On se regroupe. Protozoaire. En fait, on a vu qu'une des choses qui est prouvée dans la théorie de l'évolution, c'est la sélection naturelle, l'adaptation. Au lieu de dire évolution, disons adaptation à notre environnement et que les espèces les mieux adaptées vont survivre. Ça, c'est ce qui n'enlève pas du tout l'œuvre de Dieu. Au contraire, moi, je trouve que c'est fascinant que Dieu nous a donné la génétique pour s'adapter. Et il nous donne la même chose de s'adapter au niveau émotionnel, dans tous les aspects de notre vie. On peut s'adapter, mais aussi au niveau physique. Donc, si on parle avec quelqu'un qui nous parle de la théorie de l'évolution, ça veut dire qu'on peut dire à la personne que sur le plan de la sélection naturelle, oui, ça semble plausible, mais sur le plan de la mutation d'un saut d'une espèce à une autre, ça c'est pas démontré. Ça, c'est un chaînon manquant. C'est-à-dire que on parle le vrai terme, c'est micro-évolution. Micro-évolution, c'est l'adaptation. On a un petit peu grandi, un petit peu, exact. La mélanine que je cherchais le soir, l'adaptation de la couleur de notre peau, et ainsi de suite. Mais moi aussi, je le cherchais tout à l'heure. Et tu vois, ça, puis moi, je trouve que c'est fort parce que Dieu a créé toute notre ADN pour nous donner la capacité de s'adapter, sachant que toutes nos conditions allaient changer. Mais la macro-évolution, la création d'une espèce à l'autre, juste à travers le temps, ce n'est pas démontré. On ne peut pas. Au contraire, parce que selon la théorie de l'évolution, les espèces se seraient apparues très, très, très lentement dans un ordre précis. Et au contraire, on a trouvé, là, je n'irai pas dans les détails, mais il y a un endroit, même au Canada, où on a découvert, ça s'appelle le schiste de Burgess, mais une série de fossiles démontrant sur une courte échelle de temps que les espèces sont apparues rapidement. Comme la Bible décrit. Donc, cette histoire, au contraire, les fossiles qu'on a montrent que la vie est apparue rapidement et non issue d'une évolution. Si c'était vrai, ça veut dire qu'aujourd'hui, on le verra encore. Oui. Non, on verrait, je ne sais pas, l'homme se transformer en autre chose. Ouais. Et c'est pour ça que je maintiens l'idée qu'on est dans un jour de repos et que bara des animaux, on n'en voit pas des animaux qui se créent en ce moment-là, tu vois, qui sautent d'une évolution à une autre. Tu vois. Donc, tu as tout à fait raison, Aurélie. Mais en fait, et ça on comprend bien, mais pour moi, personnellement, qui est plus une biochimiste puis avoir étudié en biologie cellulaire, la plus grande faille de la théorie de l'évolution, c'est cette idée qu'on est issu d'un ancêtre commun, d'une seule cellule. Et en fait, je vous ramène la même façon de penser que je vous ai parlé lundi. Le Big Bang décrit l'origine de l'univers et le fameux Bang, l'apparition de tout ce ça prenait un commencement. C'est la même chose pour la théorie de l'évolution. Mettons qu'on se dit, mettons qu'on dit que c'est tout vrai, ce que Darwin. Mettons que c'est tout vrai. On fait le cheminement avec quelqu'un qui croit à ça, mais qui ne croit pas en Dieu. Alors, il faut que tu poses la question, comment est apparue la première cellule vivante? Et c'est là qu'est la plus grande faille de Darwin. Parce que lui, il dit une simple cellule, et on pourra en parler. Vendredi, on va parler de la beauté des cellules, la grande. Et une simple cellule, en fait, pour moi, avec les connaissances que j'ai, c'est tout sauf simple. Donc, c'est difficile de penser, et l'hypothèse qui est la plus avancée, c'est l'abiogénèse de la vie, c'est-à-dire l'apparition de la vie d'un milieu non-vivant à vivant. Comment le passage du non-vivant au vivant? C'est d'ailleurs une des grandes questions qu'on n'a pas de réponse dans toutes les avancées scientifiques. On ne sait pas comment l'univers a commencé, et on ne sait pas comment on est passé du non-vivant au vivant. On appelle ça, peut-être vous avez entendu ça à l'école, la soupe prébiotique. Ouais, OK. Vous êtes plus poulet et toi. Non, je prendrais pas ça. Ça fait grandir. C'est ça, la soupe. Une chose quand même qui m'intrigue, c'est à quel point on peut se moquer des chrétiens
quand ils disent que, OK, ben oui, tu dis qu'il y a eu Adam, Ève, et puis toute la terre est descendue d'eux, mais tu vois des questions comme celle que tu viens de poser, le premier protozoaire, il vient d'où? Tu vois, la même personne qui trouve ridicule de croire à ce que Dieu a fait ne se questionne pas par rapport au fait que, mais là aussi, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, tu vois. Et ça, c'est... Je dis, il faut qu'on pousse plus loin dans nos réflexions communes. Tu vois, c'est... En tout cas, je pense que des fois, on dirait que l'humain a tellement besoin d'être rationnel et préfère s'appuyer sur une pensée scientifique finalement et de se dire peut-être qu'on n'aura pas tout trouvé, mais au moins moi je mets ma foi là-dedans, plutôt que de se dire mais non, mais il y a quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et des fois c'est quand même d'avoir cette réflexion, d'accepter de dire moi je suis là mais je suis pas là depuis longtemps, les gens qui ont découvert ça n'étaient pas là depuis longtemps, enfin je veux dire on est juste des humains, on est de passage, et d'avoir cette humilité de se dire peut-être que en tant qu'humain imparfait on a nos limites et on se trompe aussi en fait, et d'accepter de se dire est-ce que c'est la bonne chose de mettre ma foi en l'humain. Et peut-être que je devrais peut-être voir au-delà et quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et c'est là où on rentre dans la foi finalement. Et une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est comment la vie est arrivée sur la Terre aussi. C'est là où tu vas nous parler de ta soupe. C'est exactement, c'est-à-dire que la soupe prébiotique. C'est en fait l'idée amorcée et encore enseignée. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la soupe prébiotique. En fait, c'est de croire que dans les conditions atmosphériques de l'époque, il y avait des nuages, des mares d'eau chaude et qu'il y avait des molécules inorganiques. On dit, je vais faire simple, inorganiques, tu peux pas faire des cellules, ça prend du carbone. Tu vois? Oui, exact. Tu vois les conditions primitives et tu avais dans ça rien, tu n'avais pas d'ADN, tu n'avais pas de protéines, tu n'avais pas de carbone même pour faire des... Et là, c'est quoi qu'on voit? Ça, c'est une marche de l'eau qui était à la surface de la Terre. Et tu avais à travers ça du phosphore, tu vois, de l'azote, des molécules qui sont pas organiques. Et selon les conditions de l'environnement, tout ça, se serait transformé en vie. Attends un peu, encore pire que ça. Par le hasard, OK, le hasard et les conditions atmosphériques, on aurait créé comme du carbone. Et du carbone, on serait mis à faire des protéines. Mais des protéines, c'est complexe à faire, là, tu vois. Et des protéines, encore avec le hasard, avec le temps, ça aurait fait de l'ADN. Mais l'ADN, c'est hyper fragile. Comment, dans cette soupe-là, c'est pour ça qu'on dit soupe, les éléments se seraient assemblés par hasard pour donner l'ADN, des protéines, jusqu'à une cellule. C'est déjà pas si mal, mais plein de protéines dans un vase, que ces protéines-là fassent une cellule avec un noyau, tu vois, je vous encourage à rester jusqu'à demain, mais une cellule, c'est fascinant, c'est une machine pas possible. Donc, pour moi, qui a ces connaissances-là, et pour tous les scientifiques tu sais, Louis Pasteur a dit, un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. Et plus tu avances dans tes connaissances, plus tu découvres, c'est fascinant. Tu peux pas croire que ça s'est apparu pouf comme ça. Comment ça, alors, on appelle c'est encore là ce qui est enseigné aujourd'hui. Et il y a une expérience qui a été, je pense que c'est 1953, pardonnez-moi, c'est pas exactement, mais qui a été fait par Urey et Miller. Et ça a été reproduit en laboratoire. Et ils ont essayé de reconditionner dans le laboratoire la soupe, les conditions que c'était à l'époque. Et là, ils ont réussi à faire des molécules organiques. Mais des années plus tard, on s'est aperçu que dans les conditions ils ont travaillé, c'était pas du tout comment était l'atmosphère primitive. Ce qui fait que cette expérience-là, qui est utilisée pour appuyer la soupe prébiotique, n'est pas réelle. Et ça a été dénoncé dans des grandes revues scientifiques. Et aujourd'hui, et là, je le dis de haut et fort, dans les écoles, moi, mes enfants à l'école, ils apprennent l'expérience de Urey et Miller, démontrant qu'on peut reproduire la vie des acides aminés. Encore là, les acides aminés, on n'est pas rendu une cellule, mais qu'on peut le faire de façon... Et ceci, pourquoi la théorie de l'évolution est utilisée beaucoup par les athées? Parce que ça dit qu'en laboratoire, on peut refaire la vie, donc il n'y a pas de Dieu dans l'équation. Et tu vois, quand mon fils est arrivé, mon fils Jérémy, il aime les sciences, puis il est arrivé, « Hey, maman, Et il m'a parlé de l'expérience d'Urey et Miller. Mais j'ai dit, dis à ton professeur que c'est dans telle condition et que c'est pas vrai, et ainsi de suite. Mais là, mon petit Jérémy, il est reparti à l'école. Et là, il a dit, ma mère a fait dire que... Et le professeur a dit, ta mère a raison.
Tu vois, bien, et ça, et là, je m'assume dans ce que je dis, et peut-être dans mon cercle de scientifiques, il y en a qui seraient pas d'accord, mais moi, ça, autant que je suis d'accord que la sélection naturelle, c'est vrai, autant que je suis d'accord que quand c'est prouvé, ça va, où j'ai de la difficulté, c'est lorsque c'est presque une malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'il est obligé de l'enseigner. Ben, c'est parce que c'est parmi une des hypothèses. Ben, c'est comme si on veut croire à Darwin, ben, ça va avec la soupe prébiotique. Sinon, ça fonctionne pas. Sinon, ça fonctionne pas. Et ça, humainement parlant et scientifiquement parlant, et là, à moins qu'il y ait des choses qui ont sorti, mais on n'est pas capable de créer la vie en laboratoire. C'est impossible. Et c'est pour ça que c'est le fait qu'on sait que le passage du non-vivant au vivant, c'est inexpliqué et c'est pour ça qu'on emmène encore aujourd'hui, comme pour le Big Bang, la possibilité d'un acte de création. Parce que pour l'instant, on n'est pas capable de l'expliquer. Et pourquoi je vous dis que si on était si sûr de pouvoir reproduire la vie en laboratoire, pourquoi qu'on fait des missions sur Mars? Pour voir s'il y a de la vie. Exact. On appelle ça la panspermie, l'exogénèse, que la vie puisse apparaître. En fait, puisqu'on ne sait pas comment la vie est arrivée sur la Terre, on fait des missions. Tu sais, on ne va pas chercher des martiens sur Et pour se dire, en fait, on ne va pas chercher de la vie ailleurs pour voir s'il y a de la vie, mais pour savoir si la vie vient d'ailleurs sur la Terre. Oui, exactement. Okay. C'est que par une météorite, par peu importe, on pourrait avoir une cellule, peu importe, tu vois, l'apparition de vie, d'une forme de vie qui serait venue... La chenille, c'est la vie. C'est ça. Oui, genre, c'est une forme de molécule organique. Ben, c'est un organisme qui serait arrivé, que la vie serait arrivée de façon extraterrestre. Donc, mais mettons, tant qu'à vous ébranler, mettons qu'on réussit de trouver... On trouve la vie sur Mars. On sait qu'on peut mettre la planète, que tu veux quelque chose qui ressemble à notre... Et que la vie est apparue sur une autre planète. Qu'est-ce que... Ça vous ébranle ou pas? C'est étrange. Ça dépend à quoi il ressemble. Probablement qu'il ressemble même pas à un martien avec... C'est comme dans les films. Quand je parle de vie, je te parle d'un micro-organisme. Oui, c'est ça, une molécule. J'avoue que j'aurais du mal à être ébranlée plus profond de moi-même, mais toi, j'imagine que ça c'est autre chose. Mais moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis posé la question, parce que ça bougeait beaucoup, et ça bouge beaucoup dans ce domaine-là, et je me disais, en fait... Même si on trouvait de la vie, peu importe, mettons une vie simple, parce qu'on ne les verrait pas, est-ce que ça me donne l'explication de qui a créé la vie? Dieu peut avoir, dans toutes sortes de systèmes, peut avoir créé la vie ailleurs. Parce que si on part du principe que Dieu est le créateur de l'univers, il peut y avoir la vie ailleurs. N'importe où. Mais qui n'est pas forcément sous forme humaine. C'est ça. Ouais. C'est parce que aussi, je pense que la vie ailleurs, extraterrestre, est reliée à la vision qu'on a des extraterrestres. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les casser, ces idées-là. De molécule. Si on dit la vie ailleurs, tu vois pas le petit truc. Non, si on dit la vie ailleurs, regarde, il faut la regarder au microscope. Je m'attends à Haïti ou je sais pas. Mais c'est ça, c'est que s'ils trouvent la cellule, au sens large, OK, de l'origine de la vie, ils vont dire, c'est parfait, donc il n'y a pas de... Bon, mais ça ne nous dit pas qu'il l'a créé là-bas. Mais mettons, ils vont dire la fameuse cellule protozoaire, qui est beaucoup plus simple. Cette cellule-là, elle est venue d'une planète X. Donc, à partir de cette cellule-là, on a eu toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Mais même si on trouve cette fameuse cellule molécule de la vie, elle vient d'où? Parce que c'est assez ébranlant, parce que, et je l'ai dit dans mes conférences, quand j'ai commencé à écrire le livre, je fais plein de recherches, et là, moi, j'avais un chapitre, puis je me disais, et ça, c'est vrai, que comment la Terre, elle est dessinée parfaitement pour nous accueillir. Je me disais, Dieu a créé une planète pour accueillir ce qui est le plus précieux, sa création, l'être humain. Mais, et notre planète, elle est bien parfaite avec notre étoile, le Soleil. Et là, ça m'a ébranlé. Parce que savez-vous, on appelle ça des exoplanètes, c'est-à-dire il existe maintenant, aujourd'hui, j'ai vérifié, plus de 40 milliards d'exoplanètes, c'est-à-dire plus de 40 milliards de systèmes Terre-Soleil dans l'univers. On ne doit pas les apprendre à l'école. De systèmes Terre, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé la vie, mais statistiquement, les scientifiques disent que le système solaire que nous avons avec notre étoile et notre planète, qui peut accueillir la vie, il y a des modèles comme ça, un peu différents, mais il y en a partout, mais c'est statistique. Il y a tellement de galaxies et de planètes qu'on pense qu'il pourrait avoir des systèmes
qui sont dessinés aussi qui pourraient accueillir la vie. Mais en fait, qu'est-ce que ça enlève, ça, à Dieu? Mais est-ce que ce serait possible que, du coup, sur une de ces planètes, il y ait des humains? Bien, l'affaire, moi, je vais te répondre en scientifique, c'est-à-dire que nous n'avons aucun outil de mesure. Tu sais, on ne peut pas aller Mars, la Lune. Tu sais, on est vraiment encore limité lorsqu'on parle de... Donc, toutes ces planètes-là, on peut les détecter, mais on n'a pas d'outils. C'est non observable. Donc, on ne sait pas. Mais donc, je ne sais, mais c'est bon de le savoir parce que tu sais jamais aux infos. Ils peuvent te sortir un bidule machin qu'ils ont trouvé, mais ça n'explique pas, même si tu as des exoplanètes qui ont des systèmes qui ressemblent à notre système à nous, ça ne dit pas qu'il y a de la vie. Ça ne dit pas que Dieu a décidé d'en mettre là-bas. Si on trouve quelque chose, cette fameuse molécule de la vie ailleurs, ça ne dit pas que Dieu n'est pas créateur de ces cellules. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'ébranle pas du tout. Parce que la parole de Dieu, c'est qu'il a créé l'être humain bara, ex nihilo, à partir de rien. Et puisqu'il est Dieu, est souverain sur toute sa création, il peut faire ce qu'il veut. Alors, pour Quand terminer, il veut et où il veut. on va se regrouper une dernière fois. Et je vous ai vraiment perturbé, où ça va? Non, c'est hyper intéressant. C'est intéressant. Ça. C'est très Puis, en plus, vu qu'on te connaît, c'est bien, on peut poser des questions. Sinon, ce sera pas plus gênant. Donc, on revient. La théorie de l'évolution n'est pas prouvée dans son intégralité. Il n'y a que la sélection naturelle. L'adaptation, on pourrait dire, au lieu de dire, nous croyons que les espèces ont la capacité de faire des micro-évolutions, de s'adapter au niveau génétique à leur environnement. La macro-évolution, c'est-à-dire l'arbre de l'évolution, n'est pas prouvée. On n'a pas vu des fossiles entre les invertébrés et les vertébrés. Tu vois? Si c'est une adaptation dans le temps, il faut que tu aies des spécimens entre les deux. Donc, on a soit des invertébrés, soit des vertébrés. Donc, ce fameux macro, un saut génétique à un autre, d'une espèce à un autre. Tu sais, à l'intérieur des races de chiens, de mon chien, moi, Gribouille, qui est un petit chien loin du loup, tu vois. On sait que dans l'espèce canine, il y a des évolutions. Mais tu n'as pas vu un chien qui est devenu un éléphant. Tu comprends? Alors, je vous fais ça simple, mais de comprendre qu'on n'a pas de grand saut d'espèces. Moi, j'ai une question, peut devenir Jumbo. Une question que des gens se posent peut-être, c'est et les dinosaures? Est-ce qu'ils ont existé? Il reste 3 minutes, là. On se la garde pour vendredi. Je pensais que tu avais une réponse. J'en ai une, mais ça, c'est la question tellement... Bon. Donc là, le saut, non. Donc, la sélection naturelle, on a les chaînons manquants, on n'a pas de... L'homme qui descend du singe. Non, l'homme ne descend pas du singe. Selon Darwin, il descend d'un être unicellulaire et on n'a aucune explication d'où vient cet être unicellulaire. La biogénèse de la vie, ça veut dire le passage du non-vivant au vivant, est absolument pas explicable scientifiquement au jour d'aujourd'hui. Et la panspermie, c'est-à-dire que l'apparition de la vie extraterrestre, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé non plus. Donc, la notion de Dieu créateur est toujours d'actualité. Amen. Et scientifique. Donc, on en revient à la Genèse. Encore une fois. On en revient à la Genèse. Je pense que les gens peuvent lire Genèse 1 tout au long de cette semaine. Je t'ai dit, tu deviens un vrai scientifique. Et c'est pour ça que moi, je me dis que toutes ces théories-là, du Big Bang à l'évolution, ça te ramène toujours à l'origine. Quelle est l'origine de l'univers et quelle est l'auteur de la vie ou l'auteur de l'univers? Et pour moi, c'est Dieu. Et j'encourage aussi, je vous encourage, parents, à écouter cette émission et aussi à vous procurer cet ouvrage parce que toi, tu avais les outils pour répondre aux profs de tes enfants. Mais, tu vois, nous, quand nos enfants reviennent, non, l'homme descend pas du singe. Pourquoi, maman? Parce que c'est ça qu'on croit dans la famille. C'est parce que la Bible dit. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des outils pour équiper nos enfants et de pas les braquer dans leurs questions. Et puis, parce que eux, ils sont confrontés à cette vérité, entre guillemets. C'est un professeur, c'est comme une figure d'autorité qui va parler et quelqu'un qui a l'air très intelligent et de savoir ce qu'il dit. Donc, de pouvoir aussi équiper nos enfants, mais comment les équiper si nous-mêmes, on n'est pas équipés. Alors, c'est ça, on n'est pas tous comme Stéphanie, mais merci Stéphanie parce que tu as fait je pense que c'est bien vulgarisé. J'aime aussi le fait que, tu vois, c'est ouvert dans ton approche. C'est qu'il y a des choses de la science vraiment qu'on comprend, que ça a été prouvé. C'est très ouvert parce que parfois les personnes chrétiennes, on va dire, elles peuvent être aussi fermées à tout. Et c'est important de voir que mais il y a des choses qui sont aussi vraies, scientifiquement parlant, tout comme sur le plan de la foi, il y a aussi des choses qui sont vraies, en fait. Oui, en fait, et de les emmener sur des choses qu'une fois qu'on a des outils, de dire, est-ce que, par exemple, l'apparition de la vie,
est-ce que tu peux me donner des preuves scientifiques, toi? Donc, puisqu'il n'y en a pas, ben, tu dis, ben, alors, est-ce que c'est possible que ça soit Dieu? Est-il possible? Est-il possible? Donc, Stéphanie, vendredi, on va se retrouver. Avec la question T'as de une bonne l'or question et de de On va parler dinosaures et puis tu vas nous parler aussi de la grandeur de Dieu. On va regarder dans les petites choses que Dieu a fait de façon extrêmement parfaite. Ouais. On va découvrir que les cellules ressemblent à des framboises. Ah oui, je dis, je suis une scientifique maintenant depuis le début de la semaine. Merci Stéphanie, Merci c'est vraiment beaucoup, super. Je me sens tellement intelligente. N'hésitez pas à partager cette émission, à l'envoyer. Je crois que ça va faire beaucoup de bien. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je réponds pour Stéphanie. Stéphanie va me répondre. Et on se dit bye et puis à vendredi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu les témoignages étonnants d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.